Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'est un véritable truisme que de rappeler que tous les régimes prédateurs, tous, ont besoin d'inventer des ennemis au peuple qu'ils subjuguent pour occulter leur véritable nature et empêcher une vraie conscience politique de se former au sein de leurs sociétés respectives. Cette laborieuse construction de l'ennemi de la nation, dans ces deux déclinaisons, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, permet de conditionner les foules, de les abrutir, de détourner leur attention sur la prédation qui dévaste leur nation. C'est une action psychologique d'envergure qui consiste à exalter des sentiments patriotards, à lobotomiser l'être collectif, à inséminer en son sein une haine dévorante, une irrépressible vindicte qui peuvent transformer en très peu de temps et avec très peu de moyens des peuples placides en foules moutonnières, des moutons qui rugissent, qui ne cherchent plus qu'à en découdre, qui vocifèrent et pointent de l'index quiconque sort du lot, quiconque ose aller à contresens de la furie ambiante. Des techniques éprouvées existent, toutes plus grossières les unes que les autres, mais qui pourtant ne sont presque jamais éventées par les opinions publiques, même si elles sont dénoncées par des sentinelles politiques et médiatiques. Elles sont d'une redoutable efficacité, bien que cousues de fil blanc, parce qu'elles procèdent de méthodes qui sont autant de stimuli de masse, parce qu'elles surfent sur les sentiments et les ressentis les plus glauques, les plus profonds, les peurs, les appréhensions irraisonnées, les incertitudes des lendemains. Des méthodes qui se construisent toujours sur des mystifications, mais aussi sur des traumatismes collectifs qui n'ont pas été soldés. En Algérie, qui est un pays où se pratiquent à outrance ces méthodes éculées, l'imaginaire de l'ennemi intérieur est souvent élaboré sur le personnage fourre-tout du harki, devenu l'archétype même du traître, alors qu'il y a autant d'histoires, de circonstances et de tragédies humaines qu'il y a eu de harki, dont le vrai nombre, quasi secret, est bien plus important que celui des vrais anciens moujahidines, lui aussi quasi secret, et c'est dire. Mais c'est là un terrain miné, où les intellectuels, y compris les sentinelles, ne s'aventurent jamais, de peur d'être à leur tour traités de harki ou de défenseurs de harki, ce qui fait donc tout naturellement de cette odieuse exploitation un inépuisable fonds de commerce. D'autres variantes du harki sont souvent exploitées avec la même outrance et, j'allais dire, le même succès. C'est celui de l'agent du Mossad, celui du mercenaire qui s'est mis au service de celui qui sert des puissances dont le seul but est de détruire l'Algérie. L'ennemi de l'extérieur, toujours pour ce qui est de l'Algérie, varie en fonction des circonstances. Un ennemi qui peut se transformer, lorsqu'il le faut, en allié objectif. À un certain moment, ce fut l'impérialisme américain. À un autre, l'international islamiste. Et presque tout le temps, l'entité sioniste. Et presque tout le temps aussi, le néocolonialiste français. Mais le plus hilarant, s'il n'était tragique, est que le même régime qui recourt à ces
grossière méthode, entretient lui-même ou a entretenu des relations très cordiales avec ces bourourous, puisque la collaboration sécuritaire avec l'impérialisme américain, avec le Mossad, avec l'Arabie saoudite, mecque de l'islamisme mondial, est patente. Avec la France, c'est quasiment une interminable lune de miel depuis l'indépendance du pays, puisque tous les barons du régime, tous sans aucune exception, ces clientèles, ces parentèles, y blanchissent le fruit de leur rapine. Que c'est dans ce pays qu'ils installent leurs pénates et que c'est dans ce pays qu'ils prennent quasiment tous leur retraite dorée. Mais il faut croire que malgré ces choquantes contradictions, les méthodes de l'ennemi extérieur continuent de produire le beurre et l'argent du beurre. Pour ce qui est du Maroc, que j'ai laissé en dernier, il est devenu, au cours de ces dernières années, l'ennemi de l'extérieur le plus en vue, si j'ose dire. D'abord, pour justifier les exorbitantes dépenses militaires qui permettent d'arroser et d'entretenir des milliers de relais militaires, mais aussi et surtout, depuis le début du Hirak, pour détourner l'attention des Algériens sur le régime qui a volé leur souveraineté sur leur propre pays aux Algériens. Le Maroc est devenu, pour les besoins de la cause, autrement dit pour la pérennité du régime, l'ennemi numéro 1, avec une option presque déclarée pour la guerre entre les deux pays. Le comble, et qui fait que ces méthodes continuent de produire leurs effets mortifères, et qu'en Algérie, comme au Maroc, il faut le dire, en Algérie, comme au Maroc, des moutons enragés rugissent leur haine les uns contre les autres et ne demandent plus qu'à en découdre. Ils sont pour le moment, d'un côté comme de l'autre, une toute petite minorité. Mais l'effet boule de neige pourrait se produire à tout moment. Mais les peuples de l'un et de l'autre côté n'ont pas encore dit leur dernier mot. Diront-ils un jour qu'ils ne laisseront personne les diviser, les dresser l'un contre l'autre, qu'ils sont les enfants du grand Maghreb du peuple qui est déjà né dans leur cœur, en attendant de l'être dans la réalité politique? Le diront-ils ou entreront-ils en transe au son du tambour de guerre? فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش لموني قالوا راجع الغرام عمرك ما حكيتي ملي نشفاولك في تصورك عمرك كنتي ما ضحكتي كبرتي في البلاد وما فهمناش واش قلتي حتى رحتي واش راكي مع الغربة مازال مجروحة ولا بريتي 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 كل ضربة بطيحة ونوضة حتى يفنى واش بقالي هما انا حولي وربي عطاني شكون بحالي بديا من الزيرو تعرفني ونعرفها ويا دلالي ما ضحكتليش الدنيا ضحكت لها على جال مورالي 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 فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو خي فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش دارولي شوكة في الصباط
قالوا جامي توصلي كتفك صغر يا راجا غير اختك غير ابوندوني راك ناسي خيو باللي الجرينتا تمشي في دمي نخرج من بلاد نصدم البلاد والنافيغي زماني 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 وننسى الباسي ما نتفكر ما نقاسي ميمواري فاسي نخسرهم نربح راسي شفتو قاسي نغرب اللون كلاسي كونفيونسي كاسي شوما ايتي كياسي. Régime algérien, la tension en mode d'emploi. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons ici avec nous professeur Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamal. Merci. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir. Bonsoir à Nordine. Bonsoir. Et je vous laisse présenter mon ami Youssef Ammar Khouja, militant politique. Youssef, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, mes chers amis, il y a tellement de sujets. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons commencer peut-être par les élections locales qui sont annoncées. Et certains partis ont déjà dit, ont déjà affirmé, annoncé, publié, déclaré qu'ils allaient y participer. Les partis, comme vous savez, FLN, RND et les autres. Mais je n'ai pas la liste, malheureusement. Jil Jadid. Alors, Jil Jadid, mais surtout ce qui... Jil Jadid, à la limite, il est rentré un peu dans le rang avec FLN, RND, Hems, MSP, le Khortaba, Abdallah Jabal, comment ça s'appelle? Il s'appelle déjà. Quelqu'un, on a mais ils ont changé d'appellation, je ne sais pas. Mais je peux pas vous c'est tant mieux. Le fait de ne pas les connaître, c'est réellement... Est-ce que je peux faire juste une remarque? Oui, bien sûr. Sur votre édito. Oui. Vous avez parlé de l'impérialisme américain. Oui. Vous avez parlé, je crois, de l'international islamiste. Mais vous n'avez pas parlé de l'international socialiste. Parce que l'international socialiste a été le pilier... À un certain moment du temps de Boumedienne, c'est vrai. Mais un peu après. Même un peu après. Oui, même un peu après. Elle a joué un rôle. Débarrassé. Mais c'est vrai, l'international socialiste... Merci pour cette remarque. Et le PSE, à l'époque de Chedli, le PSE, le Parti socialiste espagnol, mais l'internationalisme, oui, et là, le Parti socialiste français en particulier. Absolument. C'est très vrai. C'est très vrai, je vous en remercie, Ibrahim. Alors, j'aimerais que Chaban nous ramène la liste des partis qui participent. Non, nous ne l'avons pas, Alors, ce qui est le plus étonnant, le PT, à la limite, kiff, un peu comme j'ai déjà dit, ils sont blancs, ils participent. Mais le FFS, qui reste dans le cœur des Algériens, un grand parti, très près de la base, dont la base militante est réellement très politisée. Et c'est un parti qui change de direction, il n'est pas figé, il n'est pas calcifié. Et donc, qui n'a pas participé aux législatives alors que sa direction a tout fait pour convaincre la base, mais la base ne s'est pas laissée faire. Oui. Elle a dit non, no pasaran, et la base a eu raison de cette volonté un peu chafouine, j'allais dire, de rouler la base dans la farine pour l'emmener vers les législatives. Et là, on dirait que c'est un remake, mais d'une autre façon. C'est sans consulter la base, ils sont allés droit au charbon et ils ont dit nous allons participer parce que les locales, c'est pas comme les autres élections. Nous avons besoin de gérer les collectivités, les mairies, les API, le citoyen, ça concerne le citoyen en premier chef. Alors je vous laisse vous exprimer sur cette question. Nous avons essayé de contacter les gens du FFS, ça n'a pas été possible. Ah bon?
D'accord. On aurait bien aimé les avoir pour avoir leur avis. Mais sinon, moi, ce que je pourrais dire, parce que j'ai publié ce matin sur ma page Facebook justement sur ce point, première remarque, il faudrait vraiment se garder, je dirais, par nécessité, par honnêteté, par honneur, de rentrer dans le registre de, je dirais, ce qu'on appelle en arabe très clair, tahwin, de traiter cette décision de participation comme étant une trahison à quoi que ce soit. Oui. Parce qu'il faudrait bien se mettre une chose en tête, que le FFS, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est un parti politique, ce n'est plus un mouvement d'opposition comme il était avant 89 quand le feu Aït Ahmed était en Suisse. Depuis 90, il fait de la politique. En Algérie, il participe à certaines élections, il ne participe pas à d'autres. En 96, il a participé, il n'a pas participé. En 99, il participe, etc. Là, cette fois-ci, je pense, pour ma part, que c'est une position politique très discutable, mais point à l'aune du Hirak, parce qu'elle est certainement pas dans la ligne, ni dans l'esprit, ni dans l'action du Hirak, mais dans la politique algérienne. Les régions rurales, notamment, ne sont pas comme les régions urbaines. Si dans les régions urbaines, on a 90% de probabilité, pour ne pas parler de chance, qu'il y ait de la fraude, et 10% seulement au plus de chances que les élections passent normalement sans fraude, dans les régions rurales, c'est le contraire. Dans les régions rurales, ça se passe dans les villages, ça se passe dans le village à côté, etc. La base, le citoyen, il a contrôle sur le scrutin. Il peut garantir, disons, pour 90% de probabilité que les élections passent. Et puis après, l'élection locale, ce n'est pas le programme du président qu'on va forcément mettre en application. On n'est pas non plus soumis à des idéologies, ou bien on peut garder, je dirais, c'est les deux conditions. Il faut qu'ils déclarent solennellement qu'ils sont dans le Hirak, qu'ils sont pour le changement radical, mais conjoncturellement et pragmatiquement pour les élections locales et dans les régions rurales, pour protéger leurs bastions, pour protéger leur, je dirais, voilà, bastion, je m'arrêterai à ce terme-là, ils se sont engagés. J'espère que c'est la raison. Youssef ? Si je peux me permettre, on est dans une situation de révolution. Et le peuple, si on n'écoute pas notre peuple, si des partis aussi importants que le FFS n'écoutent pas justement la base, il y a un problème. Il y a un problème sur le fait que depuis 2 ans et demi, on parle de... Il y a des slogans du Hirak qui sont ancrés dans la société algérienne, notamment en kabyle et en arabe. Oulesh le vote oulesh. Je rappelle que Oulesh le vote oulesh, ce slogan-là, a été né au sein même du FFS. Au sein même du FFS. Et autre chose, donc quand on le dit en kabyle, bien sûr, blarbiya, ma kash intikhabat ma al-isabat. Des gens, ils te disent, voilà, tu es populiste. Est-ce que ne pas écouter la grande misère de notre peuple, c'est que depuis l'indépendance, il a été gouverné par des gens qui le méprisaient, qui le méprisent encore, et qui ne l'écoutent pas. Donc c'est à des partis. Pourquoi le FFS est un parti très populaire au pays? Parce que c'était en 1963 le seul parti qui avait osé dire non, on n'est pas d'accord pour que les militaires prennent les rênes du pays et enterrent le GPRA et enterrent tout ce qui était représentativité civile. Donc c'est en partant des principes. Quand on part d'un principe de base que notre peuple nous demande, c'est-à-dire que, notamment dans une région qui a été rebelle depuis 1963, la région de la Kabylie,
quand on regarde les dernières mascarades électorales, la participation frôlait les 0%. Allez, disons 1%. Donc, comment expliquer aux citoyennes et citoyens que d'un coup, par exemple, cette région va d'un coup comprendre que nous avons intérêt à élire, à faire une nouvelle élection, et que cette élection est orientée, commandée et peut-être même jouée d'avance par le pouvoir. Vous allez me dire, oui, j'ai entendu votre argument. Des élections locales, donc le peuple peut les contrôler. Les élections locales, le peuple peut les contrôler. C'est ça qui va encore mettre la Kabylie sur une dérive vers la violence. C'est un risque extrêmement important. Donc refuser ces élections, c'est protéger la non-violence en Kabylie. Je m'explique. Si on part sur ces élections-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en tant que pratiquant de la politique, il est de notre devoir de faire des prévisions. Donc, gouverner, c'est prévoir. Mais même au niveau, à notre simple niveau, au niveau même du simple militant, et on se pose des questions, notamment à la place de la République, avec d'autres citoyens du FFS même. Moi, j'ai parlé hier avec bien sûr les premiers concernés, mais en tant qu'Algériens et toutes les Algériennes et Algériens, nous sommes concernés par ce qui se passe à la tête du FFS. Donc j'ai été parler avec nos compatriotes du FFS et je vous assure que la plupart à qui j'ai parlé, et notamment des cadres... Pourquoi ça peut tourner à la violence d'après vous? Alors, donc je reviens à ce point. C'est que si on arrive à faire ces élections, si le système arrive à imposer ces élections, la plupart de la population va refuser. Déjà, il n'y aura pas de participation, je vous le garantis, il n'y aura pas de participation. Quand il n'y aura pas de participation, on va se retrouver dans un schéma à peu près de 5% de participation. C'est-à-dire que les personnes qui vont être soi-disant élues, elles vont être très très mal élues et qui ne vont pas... ces personnes-là... Comme le Parlement. Absolument. Donc on va un petit peu copier ce qui s'est passé dans les anciennes mascarades électorales. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont voir que ce sont des personnes qui sont là seulement pour leur intérêt personnel, qui ont été élus, et ils vont se révolter. Et je suis de cette région, je sais à peu près comment est la psychosociologie de notre région de Kabylie. Donc ces personnes-là, avec ce point-là, ils vont se révolter. Le grand danger, c'est que quand on va forcer la main aux citoyens, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train aussi de renforcer le MAC. On est en train, avec ces élections, le projet du pouvoir militaire derrière, c'est, comme vous le voyez d'ailleurs depuis des jours et des jours, on arrête tous les citoyens qui sont dans cette région au nom du MAC, soi-disant qu'ils appartiennent au MAC. À se demander si le régime ne veut pas exacerber les tensions. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Ouais. C'est là le point fondamental. Oui. C'est-à-dire on est en train d'exacerber, d'ailleurs on en parlait en off juste avant de commencer l'émission, on parlait du principe de Che Guevara. Oui. Donc en ce moment on ne parle que du MAC. On ne parle que du MAC. Et c'est le régime qui fait en sorte qu'on ne parle que du MAC. C'est-à-dire que ce sujet nous a été imposé. C'est de la propagande à laquelle n'aurait jamais rêvé le MAC. Absolument. Jamais, avec des moyens considérables. Je ne dis pas, je respecte aussi les militants, que je dirais algériennes et algériens du MAC. Oui. D'ailleurs, j'ai mes frères et sœurs qui sont dans le MAC, mes cousins qui sont dans le MAC. Je les considère comme étant algériens. Ils se trompent politiquement, mais c'est quelque chose qui peut se régler quand on aura une Algérie pacifiquement, une Algérie avec des institutions démocratiquement élues. C'est Brahim Younsi. Je me permets encore juste une remarque pour notre ami. En 1963, il ne s'agissait pas du tout du GPRA. Le GPRA était fini. Absolument, oui. Il ne s'agissait pas du tout du GPRA. Oui, mais ça procédait d'une certaine manière d'un passif. Non, un passif. Pas du tout. Ça me fait rire. Non, pas du tout. L'histoire, il faut la faire.
Il peut avoir mais ça n'a pas commencé en 63. Non, non. Ça, en 63, ça peut. Le régime traînait le boulet depuis le coup d'État de 62. Non, ça, moi je ne l'appelle pas coup d'État. Oui, vous le savez très bien. Non, non, et il n'y avait pas de coup d'État. Il n'y avait pas de coup d'État. D'accord. Mais comme ce n'est pas notre sujet. Voilà. Mais je veux dire que ça n'a pas commencé en 63. En 63, Hussein Aït Ahmed était à l'Assemblée constituante. Et puis, il y a une histoire. J'espère que nous pourrons dire les vérités sur tout le monde. Sur tout le monde. Oui. Sur tout le monde. Et y compris que l'histoire de ceux que on sacralise, on adule, bien sûr, etc. L'histoire n'a pas d'état d'âme. C'est ça. L'histoire n'a pas d'état d'âme. Donc il faut dire les vérités telles qu'elles sont, et c'est des faits. Oui. C'est des faits, ce n'est pas des interprétations. Mais sur les élections. Oui. Sur les élections. Je crois qu'il y a un problème sémantique qu'il faut régler. Il s'agit d'élections, et je pense que les gens du FFS font la confusion entre élire et voter. Élire, c'est choisir les meilleurs, entre guillemets. Voter, c'est exprimer une opinion. Or là, on n'exprime pas une opinion, alors que le FFS, c'est un parti d'opinion. Et il se laisse aller à parler de vote alors qu'il s'agit d'une élection où on choisit des gens. Alors que lui devrait défendre des opinions. Mais le Front des forces socialistes... Mais vous me faites penser à quelque chose, Ibrahim. Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de susciter quelque chose de très, très, très intéressant. En fait, c'est ce que beaucoup de gens reprochent au FFS, c'est qu'en allant à ces élections, justement, ce n'est pas seulement choisir entre un candidat et un autre, c'est voter pour le régime. C'est dire oui, à la limite, je suis d'accord avec ce régime, je suis d'accord pour participer à sa farce, je suis d'accord d'une certaine manière pour le crédibiliser, pour le créditer de la confiance populaire, de le créditer de notre confiance, de notre adhésion à sa politique, alors que ce régime, il a besoin d'emmener des gens voter pour exister. Moi, je le vois comme ça, hein, mais je m'excuse de vous avoir interrompu. J'y venais, mais je vais passer. Mais le FFS est souverain, que nous le voulions ou non. Le FFS, mais qui? La direction ou les militants de base? Peu importe. Peu importe. Ah non? Pourquoi peu importe? Non, peu importe. Un parti ne vaut que par sa base militante. Oui, bien évidemment. Oui. Mais pour moi, peu importe. Le FFS est souverain dans la politique qu'il veut mener, dans la participation ou la non-participation. D'accord. Qu'il ait tort ou raison. Qu'il ait tort ou raison. Mais nous, qui nous sommes des observateurs, la population, les militants qui ne sont pas d'accord, tout le monde sont aussi souverains pas de juger, de dire notre mais opinion. De critiquer. Oui, absolument. De critiquer une position politique. Absolument. Parce que c'est une position politique qui engage non seulement le parti lui-même, mais qui engage la nation. Pourquoi elle engage toute la nation? Parce que le pouvoir illégitime veut boucler la boucle du système. Il distribue des fonctions. Il est, comme disent certains, je n'aime pas ce mot, le système, le pouvoir est dans son rôle de fonctionnaliser, parce qu'il est dans le fonctionnalisme, et c'est une fonction à terminer. La base de la pyramide, c'est les élections locales. Absolument. Donc il distribue une autre fonction. Et c'est à ce jeu-là, vicieux, qui va à l'encontre du Hirak, comme cela a été dit. Moi, je n'aime pas le mot Hirak. Je reprends juste les mots qu'il a utilisés. Ça va à l'encontre des désirs, et plus encore du désir, du combat du peuple algérien. Et effectivement, le FFS va dans le sens du système et du pouvoir parce qu'il accepte d'être fonctionnalisé. Je ne dis pas fonctionnalisé, je dis fonctionnalisé, de n'être qu'une fonction dans le jeu. Et si j'ose dire, là où le bas blesse,
et les dirigeants du FFS ne peuvent pas l'ignorer. C'est le code des collectivités territoriales. J'allais y venir. Le code des collectivités territoriales, en tout cas pour ce qui est des partis politiques, dits de l'opposition, et singulièrement des partis de cette région de Kabylie, dont la plupart revendiquent l'usage de la langue tamazight. Or, les délibérations que la municipalité ou les collectivités locales font, d'une part, doivent être validées par le wali, et d'autre part, ces délibérations doivent être écrites en langue arabe. Or, que nous avons là des militants de l'usage du tamazight. Pourquoi je dis? Moi, je n'ai jamais été militant de tamazight, donc c'est connu. Je n'étais pas contre, mais je n'étais pas un militant. Oui. Mais aujourd'hui, que cette langue est une langue nationale et officielle, Oui. interdire l'usage de cette langue, faire des rapports, des délibérations dans cette langue. Parce que ça a été de la démagogie au départ. Parce Voilà. que ça a été... Mais d'une part, mais est-ce qu'il n'y a pas de démagogie? Je suis désolé, de part et d'autre. Oui, oui. Mais la part et question... d'autre. La question Attendez, allez-y. je termine. Oui. Je termine. Est-ce que les partis dits de l'opposition, comme le FFS, sortis de cette élection, auraient le sentiment ou la satisfaction de représenter quelque chose? Est-ce qu'il est représentatif d'une région? Est-ce que sa représentation a un sens? Ce que je ne crois pas. En Parce fait, que- il a été ghettoisé, bien malgré lui. Il a été ghettoisé. Il a été contraint à ne pas pouvoir évoluer dans le reste du pays, j'allais dire. Mais une question, c'est Non, je termine juste ça. Allez-y, Juste ça. allez-y. D'autre part, le FFS qui se faisait le parangon de la démocratie, Oui. est-ce que ces élections sont un exercice démocratique? Très bien. Alors, justement, et je vous laisserai répondre, Nordin Ossat et Youssef. Alors, d'abord, comme vous l'avez si bien signalé, nous savons tous très bien que l'élu local, qu'il soit de l'APUI ou de l'APC, est sous les ordres du wali. Nous connaissons de très nombreux cas de présidents de l'APC qui ont été suspendus par le wali sans autre forme de procès. Et d'un. De deux, ce qui me gêne un peu, moi, dans cette décision, c'est que le FFS, aux yeux des hirakistes, est à l'avant-garde, il est au front de la révolution, comme vous dites, cette décision, est-ce qu'elle ne risque pas de laisser croire qu'il a rejoint le régime, ou du moins la logique du régime? Il s'inscrit en tout cas, c'est dommage, dans l'agenda du régime. Et juste là, pour terminer avec le FFS, je pense que, en tout cas, le FFS a une conscience. Et je crois qu'il y a d'ores et déjà des crises de conscience. Parce qu'il aura une crise de conscience. S'il n'avait pas une crise de conscience, ça serait extrêmement grave. Et la base militante n'a pas encore dit son mot. Moi, ce qui me dérange surtout, et c'est pour cette raison que j'ai décidé depuis 3 jours maintenant, depuis que la décision a été prise par le FFS de participer. Et à ma connaissance, vous me corrigerez si je fais erreur, d'après ce que j'ai entendu, la décision a été prise à l'unanimité du bureau. Absolument, oui. Ou à l'unanimité. Donc, ce qui suppose que tous les représentants du FFS au sein du bureau sont d'accord pour cette participation. Donc, étant... Mais en la circonstance, ça c'est de façon organique, c'est légal. Mais en la circonstance, par rapport au Hirak, par rapport à la situation du pays, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage d'aller vers la base? J'y viens.
Maintenant, ce n'est pas à moi de rentrer dans... Parce que là, on rentre dans l'organique, justement. Quelles sont les questions sur lesquelles il faut se référer à la base? Quelles sont les questions sur lesquelles le bureau est souverain pour prendre une décision au nom du parti? Je connais pas ça. Moi, de toute ma vie, ma seule carte que j'ai, c'est les cartes d'étudiants et les cartes de travailleurs et la carte d'identité nationale. Carte d'adhérent à aucun parti, organisation, même les scouts, tous les garçons et de ma génération ayant adhéré, pas moi. Donc je ne connais pas l'organique. Je parle par contre, en tant qu'observateur, en tant que citoyen, j'aimerais partager avec mes compatriotes, hommes et femmes, cette manière de voir les choses politiquement, de sortir de deux choses, de sortir de cette pensée binaire, binaire, oui ou non, un oui franc ou un non franc. Il y a des positions nuancées. Les élections législatives, on le sait bien tous, les élections législatives, les élections de la Constitution et les élections des présidents de la République n'ont pas du tout le même sens politique que les élections. D'ailleurs, pour les unes, c'est un vote politique, et pour les autres, les gens du village et des villages voisins, sont 4 ou 5 dans un hameau, qui représentent quelqu'un à qui ils donnent la responsabilité pendant 5 ans de diriger leur mairie. Donc je suis contre cette pensée binaire, et je suis contre surtout l'approche, je lance le mot, populiste. Oui, mais Nordin Aoussat, je me permets. Oui. Moi, j'entends bien ce que vous dites. Mais qu'est-ce que le FFS a à perdre à aller vers la base, à lui dire non, comme c'est très compliqué, c'est très sensible, que ça a relation avec le Hirak, que ça a relation avec un régime que nous voulons chasser, qu'est-ce qu'il a à perdre à demander l'aval de la base par les dispositifs habituels et les roder pour ça? Alors, je vais vous rendre la parole, mais écoutez ce que dit le premier secrétaire national du FFS, Youssouf Aouchiche. La participation du FFS aux prochaines élections locales du 27 novembre est un choix stratégique qui s'est imposé pour des raisons politiques, nationales et même organisationnelles. Vous avez compris quelque chose à ça? Rien. Bon. Rien. Là, alors, responsabilité nationale de ce parti et son attachement à l'unité et à la souveraineté nationale. Et répond à un souci de préservation de la paix et de la cohésion sociale, qui font l'objet de multiples menaces internes et externes. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller aux législatives et pourquoi ne pas aller aux présidentielles? Dans la même logique. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la communication politique les EDL. EDL, les éléments de langage. Oui. Ce sont des éléments de langage, c'est un discours que lui seul et encore est capable de décrypter. Je regrette. Je termine juste là. Moi, le deuxième point que j'aimerais ne pas laisser, en tout cas, c'est ma responsabilité en tant que citoyen. J'y participe avec toute ma force pour que des choses comme ça ne s'instaurent pas. Cette vision binaire des choses ou cette approche populiste qu'il y a ici, le Hirak, comme un bloc monolithique, et qu'il y a les anti-Hirak comme un bloc monolithique. Je regrette, au sein du Hirak, il y a une diversité. Il doit y avoir une diversité, et il y a des approches différentes, des positions différentes, des engagements différents. Et au sein des non-Hirak, moi parce que je dis Hirak, c'est Brahim, vous m'excuserez, parce que pour moi la définition de la révolution, c'est un changement brusque et rapide. Tant qu'il n'y a pas encore eu de changement, ce n'est pas une révolution. Ça sera une révolution le moment où elle aura abouti. Donc voilà, c'est Jamaldine. Moi j'aimerais qu'on puisse discuter. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord, je partage tout à fait. On aurait aimé voir le FFS consulter sa base et prendre le plus démocratiquement possible. Mais là, la position a été prise. Moi, je n'écoute pas cette présentation. J'essaie de faire de l'empathie, j'essaie de rentrer un peu dans leur logiciel. Moi, je suis parti politique dans la Kabylie. Je ne laisserai pas la Kabylie pour un autre parti au sein local. Alors, avant de donner la parole... ce qui a été dit, la déclaration d'Aouchiche, il faut lire entre les lignes. Il y a beaucoup de messages qui doivent être analysés. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais avant, Brahim aussi, Louisa Hannoun dit que participer... Alors écoutez bien, parce que ça vraiment, ça... Je vais rire avant d'écouter. C'est fort de café, franchement. Qui me gagne alors tout ça pour ça. Alors,
Alors, participer est une option tactique. Et je m'arrête là. On passe du stratégique au tactique. Participer est une opération tactique. Pas de commentaire. Voilà. Ce que je veux dire, Mao Tse-tung a dit aussi que la révolution était un acte de violence par lequel une classe renverse une autre classe. C'est-à-dire que la révolution peut avoir toutes les définitions que l'on veut. Oui. Toutes les définitions que l'on veut. Ce n'est pas une définition univoque comme cela. Toutes les définitions sont possibles pour une révolution. Et ce qui se passe, contrairement à ce que vous pensez, ce qui se passe en Algérie, c'est une véritable révolution. D'abord une révolution des mentalités. Et ça, c'est énorme. Absolument. C'est énorme, la révolution des mentalités. C'est énorme. Et il y a une révolution aussi de l'unité, parce que nous étions divisés. Et là, on est en train de diviser. Autre chose, non, juste ça, c'est Gamal. Juste ça, je termine. Juste ça. Pour ces Nordin. Moi, je ne crois pas que nous soyons et qu'il faut sortir de cet esprit villageois. Parce que là, nous ne sommes pas dans l'organisation villageoise. La Jma'a, 4 personnes qui élisent quelqu'un pour les représenter, c'est pas ça. Nous sommes dans une conception administrative des choses. Et j'ai parlé de fonctionnalisme. C'est des fonctions que le pouvoir est en train de mettre en place. Ce n'est pas choisir nos amis, nos parents, nos aînés, etc. pour gérer. Ils gèrent au nom de qui? Ils gèrent des municipalités, ils gèrent des départements. Au nom de qui? Au nom de l'État. C'est l'État. Normalement, c'est au nom du peuple. Normalement, c'est les élections locales, ils ne gèrent pas au nom de l'État, ils gèrent au nom du peuple. Non. Pourquoi? Un maire gère avec les moyens de l'État, mais il gère au nom du peuple. Le président de la République aussi, oui. il gère au nom du peuple. Bien sûr. Bon, voilà. Il gouverne. Le président gouverne. Le président gouverne. Non, il préside. Il préside, voilà, bon, plutôt. Mais le Premier ministre gouverne. L'État, il y a la loi. Et la loi, c'est l'État, qu'on le veuille ou non, qui l'a fait. Oui, c'est l'État. Oui. Bon, c'est pas le peuple, c'est l'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce sont les représentants soi-disant du peuple qui votent des lois et des lois scélérates. Ils sont censés représenter le peuple. Mais des lois scélérates. C'est l'État aujourd'hui, un État et un pouvoir illégitime qui fait voter les lois et qui les fait et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'un préfet, un wali, peut suspendre un... Ça veut dire qu'il n'a aucune véritable prérogative. Donc c'est l'État. Oui. Donc c'est l'État. Alors, Youssef, sur ce point. Je reviens sur le point de... Comme Ronan Nordin a cité le populisme à plusieurs reprises. Et je dirais que quand on est militant et qu'on porte les demandes du peuple et qu'on essaye de traduire en actes politiques, de ne pas les travestir comme on l'a vu à plusieurs maintes reprises, malheureusement, et notamment ce qui est en train de se passer en ce moment. L'autre, quand on parle de populisme, on se situe en termes en tant que donneur de leçons aux autres. Et ça, le peuple algérien, on en a marre de cette position de donneur de leçons. Donc quand le peuple a décidé, les Algériennes et Algériens ont décidé que notre révolution s'appelle Hirak, elle s'appelle Hirak pour monsieur tout le monde et pour l'intellectuel, docteur, PhD, professorat. Il faut qu'on le prenne, c'est l'histoire qui a écrit ça. On l'a écrit, c'est écrit, on le respecte. C'est ce complexe, on est encore, malheureusement, il y a certaines personnalités qui se sentent plus, un petit peu en haut, qui prennent en hauteur ce que ce peuple, ce que les Algériennes et Algériens, qui ont décidé de créer, de lancer... Le populisme. Vous êtes en train de développer le populisme. C'est une accusation. Vous êtes en train de développer le populisme. C'est une accusation, mais bon, c'est pas grave, pour moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous, s'il n'y avait pas le soulèvement
d'une nouvelle génération, le soulèvement des Algériennes et Algériens qui ont dit basta, c'est fini, on n'est plus des citoyens de seconde zone, voire des néocolonisés. Donc le néocolonialisme, ça existe, et on en parle pas seulement en Algérie, on en parle dans toute l'Afrique en ce moment. On voit ce qui se passe. Depuis la décolonisation, il y a eu plus de 100 coups d'État en Afrique. Et ce n'est pas une maladie comme ça sans raison. Parce que les gouvernements, et notamment malheureusement revenant à notre pays, c'est une dictature des gens qui se disent savoir plus que les autres. Ça, c'est un grand problème dans la société algérienne. Vous savez plus que vous plus que les représentants du FFS. Vous êtes en train de dire le contraire de ce que votre opposition. Vous dites à tout un bureau d'un parti, vous avez tort, et vous dites qu'il y a des gens qui savent plus que les autres. Mais soyez cohérents avec vous-même. J'étais à la place de la République, j'ai parlé. D'ailleurs, il y a des témoins, ils sont en train de me regarder. Ils sont en train de nous regarder. À la place de la République, la plupart des militants et des représentants du FFS ici à Paris, je leur ai parlé, la plupart d'entre eux ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce ressenti. Non, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est le Hirak que vous avez dit. Il s'appelle le Hirak, qui ne s'appelle pas autrement, c'est le Hirak qui l'a décidé. Oui. Moi, je connais des gens comme Brahim Younsi, par exemple, entre autres, qui disent révolution. Oui. Mais ils n'amoindrissent en rien, le Hirak. Au contraire, ils le subliment. Absolument. Et ils lui rendent hommage. Absolument. Mais c'est qu'on ne peut pas non plus dire que c'est du populisme d'utiliser les termes de ce qui a été créé dans la révolution algérienne. Personne n'a parlé de Hirak en tant qu'interpopuliste. Moi, je l'ai écrit 12 000 fois. Je l'ai écrit 12 000 fois depuis 2019. Je vais juste essayer de répondre à une question. Je suis là à 2 mètres de vous et vous déformez mes propos. Je ne défends pas les propos, j'ai parlé du populisme. Vous savez ce que c'est la définition d'un populisme? Vous savez ce que c'est le populisme? Non, je crois que vous le savez, vous. Moi, je le sais, bien sûr, je le sais. Moi aussi, je le sais. Moi, je le sais parce que je consulte avant de donner une définition et je consulte les spécialistes. Les politistes vous disent que le populisme, c'est de considérer qu'il y a 2 blocs monolithiques. Il y a deux blocs monolithiques. Attendez, laissez-moi. Alors voilà, du moment que pour vous, il y a un Hirak et le Hirak, il est monolithique, c'est pas ça. C'est ça le populisme. Vous vous trompez sur un point. Que dans le Hirak, il y a le plus important, c'est qu'on est arrivé à un point de l'histoire nationale qui doit, malheureusement, on doit choisir entre défendre un projet du Hirak qui dit qu'on va aller dans une optique de rendre cet État civil non militaire, c'est ça l'objectif principal. Et après, chacun voit la chose comme il veut, mais cependant, dire que non, on est en train, le Hirak lui-même est un bloc monolithique, c'est complètement faux. On est donc très vous êtes d'accord divers. que ce n'est pas un bloc monolithique? Bien sûr, mais cela ne veut pas dire que si on se décide, et en parlant avec nos compatriotes et militants du FFS sur le terrain, moi je viens pas juste parler sur mon opinion, mon ressenti personnel, j'ai parlé aux militants du FFS hier. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Dommage que nous n'ayons pu obtenir la participation d'un membre du FFS. Chaban, si c'est possible de les inviter, ce n'est pas trop tard. Mais très vite, parce qu'on a beaucoup de sujets. Très vite. Youssef Fawchiche, on l'a appelé plusieurs fois, il ne répond pas. Merci. Parce que poser le populisme, c'est le mettre en contradiction avec les élites. Entre autres. Oui, tout à fait. Essentiellement. Entre autres, oui. Donc il y a ce débat entre ceux qui magnifient le peuple, que le peuple a toujours raison, voilà. Et on a les élites qui veulent prendre et reprendre le pouvoir, et nous savons. Pareto, on a beaucoup parlé, et d'autres, on en parlait, et il y a un philosophe historien américain, Christopher Lasch, qui a écrit un livre que vous connaissez peut-être, La révolte des élites. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans la révolte des élites, alors qu'il y a un siècle. C'est ce qui vient d'être dit là, à l'instant. C'est ça. Alors, je me permets de passer au sujet suivant. Alors, il y a eu un accident il y a quelques jours, il y a 2 jours, je crois. Je crois que c'est hier. Hein, hier. Oui, 18 morts. 18 morts. Et 6 blessés, mais Rabbi Yarhamhum,
présentons nos condoléances à leur famille. Absolument. Mais le problème est que, en fait, c'est énorme le nombre de morts en Algérie et de victimes, et surtout d'handicapés, de gens qui en sortent handicapés à vie, est énorme. Alors, selon les chiffres du régime, 2020, il y a eu 17 778 morts. En 2019, il y a eu 21 109. Alors, ils disent que la première cause, le facteur humain. 96-60% des accidents de la route survenus seraient dus à des négligences et autres. Ensuite, l'état du véhicule, 2%. Alors que tout le monde sait que l'état de vétusté d'une grande partie du parc automobile est absolument catastrophique. Et tenez-vous bien, ils disent, c'est le régime qui s'exprime, que le facteur de l'infrastructure routière et des conditions atmosphériques n'est que de 1,39%. Alors que tout le monde connaît l'état des routes en Algérie. Absolument. Même l'autoroute la plus chère du monde. L'autoroute la plus chère du monde, à configuration égale. D'ailleurs, les Algériens l'appellent l'autoroute gruyère. Hein, c'est tellement plein d'ornières et de nids de poules. Il vous dit non, c'est 1,39. Alors, j'aimerais que nous puissions en parler parce que... Alors, sur les 7 premiers mois de 2021, il y a déjà 14 601 accidents à l'échelle nationale, 1974 morts et 19 500 blessés. C'est énorme. Absolument. J'imagine que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ce ne doit pas être des morts. Hein. 2020, Chaban, c'est écrit 17 778 victimes. Ça doit être entre morts et blessés. C'est immense. C'est immense parce que même en France, voilà. Ça ne peut pas être... Non, il n'y a pas dessous, il n'y a pas. Si Jamaldine, je ne sais pas si vous avez vu la photo de l'accident d'hier. J'ai vu l'état du véhicule, c'est incroyable. Vous avez vu. Le minibus, il était à moitié écrasé. Toute la moitié, le devant était écrasé jusqu'à certainement le 4e rang des passagers. Et le semi-remorque qui était en face, il était totalement affalé sur le côté. Et c'est un semi-remorque, c'est un énorme camion. Pour que ce choc produise un tel effet, c'est que vraiment... je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il faudra dire une chose. On en revient un peu, c'est ma philosophie, je regrette, je ne suis pas là pour faire de la morale, je ne suis qu'un petit citoyen, je ne fais de la morale à personne, mais notre société est violente. Oui. Notre société est violente, sans donner aucune morale, mais sans non plus jouer, je dirais, le timide pour dire les choses. Nous sommes une société violente. Comment on conduit, la manière dont on conduit, la manière dont on met en danger, la manière dont on met en danger les familles, dont on met en danger les véhicules venant en face, la manière dont on met en danger les véhicules qui sont devant, les véhicules qui sont en arrière. En pleine autoroute, par exemple, entre autres. Écoutez, les sens interdits. Écoutez, mes enfants, il y a en 2013, ils disaient qu'on dirait que c'est un Playmobil. On dirait que c'est un jeu Playmobil, donc le jeu là de Mario et les voitures qui se doublent à droite, encore un deuxième qui double à droite de la droite, etc. Il faudra que l'État instaure vraiment un contrôle draconien, qu'il assume ses responsabilités, qu'on ne voit plus sur les routes, sur des kilomètres. Et pas une, pas deux, pas trois panneaux. Vous pouvez faire l'Alger Sétif. Vous allez voir tous les 20-15 kilomètres Tariq Mharria, Tariq Mharria, Tariq Mharria. Quand j'ai découvert ça en 2014, j'étais abasourdi. Comment se fait-il? Et c'est des panneaux fixes. Oui. C'est un panneau fixe, c'est un panneau qui n'est pas fait provisoirement. Il n'est pas tenu par un bloc de béton qu'ils vont mettre 24 heures, 48 heures, 4 jours, 5 jours, ils vont l'enlever. Il y a aussi l'état des routes. Hein. Attendez. Vous vous rappelez le poteau électrique au milieu de l'autoroute? Oui. Vous vous rappelez le fameux scandale? Un poteau électrique au milieu de l'autoroute. Qui a été construit, réceptionné, avec des câbles qui passent. Donc, pour résumer en 2 mots, nous citoyens,
nous devons assumer nos responsabilités. Absolument. Un tout petit peu chouïa, et l'État aussi d'assumer ses responsabilités par rapport aux pièces de rechange, par rapport au contrôle technique des voitures qui doivent rouler. La délivrance du permis de conduire. Et la délivrance du permis de conduire. Là, récemment, pour l'anecdote, il faudrait quand même, malgré cela, il y a un qui interviewe une personne, il lui montre le panneau pour les stationnements autorisés du 1er au 15 et du 16 au 31. Il lui dit, c'est quoi, le gars, il est à son volant. Hein. Je crois que j'ai vu ça, une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Il lui dit, هذه واش تحب يقول؟ قال له هذه يحب يقول تخلي بينك وبينه متر. Non, c'est l'automobile اللي fait le طول تاعها متر حتى 15 متر تجوز. هذه اللي الطول تاعها 15. Et il a le permis. Il a le permis puisqu'il était au volant. Bien sûr. Alors, juste un mot sur le sujet précédent, je le clôt. Oui, mais je le clôt. nous n'avons pas le temps. Je le clôt. Je veux dire que chaque élection que l'on fait dans notre pays est un coup d'État larvé. Oui. Toujours. Oui. Toujours. Oui. Maintenant, sur les accidents de la route, oui. S'il y a effectivement des responsabilités humaines, la défaillance, et plus que la défaillance des conducteurs, c'est évident. C'est évident. Parce que là, souvent, la route sert d'autotamponneuse, de terrain, effectivement, d'un jeu d'autotamponneuse. Mais vous l'avez tous les deux dit, les routes sont dans un état exécrable. Il faut le dire. L'autoroute, une autoroute, et cela a été dit, nous ne pouvons que répéter en ce domaine, que les routes sont exécrables, mal entretenues. Donc la responsabilité des autorités publiques, ou de ce qu'on pourrait appeler les autorités publiques, est pleine et entière. Oui. Dans tous les accidents, quasiment tous les accidents qui se produisent, les signalisations aussi oui. sont fautives, où il n'y a pas de signalisation. Oui, c'est dire que, alors que ça fait des années et des années que je ne suis pas allé en Algérie, mais ce qu'on me dit de la circulation, c'est quelque chose, bien entendu, qu'il ne peut y avoir que des cimetières de voitures et un nombre de victimes, de morts, de plus en plus Moi, on m'a grand. rapporté quelque chose de complètement hallucinant, je ne sais pas si c'est vrai ou non. On m'a dit qu'il y a des marchands à l'étalage de fruits et légumes dans l'autoroute. C'est possible, oui, c'est possible. On m'a dit qu'il y a des gens... ben voilà, on me confirme à l'oreillette, oui, des gens qui ont sur le bord de l'autoroute, alors que normalement c'est grillagé. Non, c'est pas grillagé. C'est pas grillagé, ça veut dire c'est un animal, il peut passer, un sanglier... Non, aucunement. Moi, j'ai fait l'autoroute Est-Ouest, Est, il y a 3 ans, et l'autoroute de l'Ouest, on l'a faite l'année dernière, non, il y a 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on n'est pas rentré en Algérie, on l'a faite il y a 2 ans, elle est potable, mais il n'y a aucun grillage nulle part. Une autoroute ne peut pas être grillagée. Elle n'est clôturée sur aucune parcelle, ça je peux vous l'assurer. On a été jusqu'à Tlemcen, d'Alger jusqu'à Tlemcen. C'est pas un sentiment, je crois que c'est une réalité. C'est une réalité qui s'impose de plus en plus. C'est que le pouvoir illégitime installé à Alger, les accidents de la route, la circulation, c'est son dernier souci. C'est vraiment son dernier souci. C'est la 5e roue du carrosse. Alors, rapidement, Youssef, pour que nous puissions aborder l'autre sujet sur les accidents de la route. Sur les accidents, bien sûr, je présente mes condoléances à toutes les victimes, et notamment l'Algérie est située parmi les routes les plus dangereuses du monde. Il y a quelques années, elle était classée 3e ou 4e je crois, au niveau mondial en termes de... L'Algérie a été classée étant le 3e pays dangereux sur les routes pour les automobilistes. Et en termes de victimes aussi, par rapport à la population. Bien sûr, en pourcentage. Proportionnellement à la population. Cependant, il faut aussi comprendre ce qui se passe au pays. C'est que la psychosociologie de notre pays, quand vous faites par exemple de Bourg Jemnaïl à Alger, qui fait 65 km, 70 km, je connais mes voisins qui prennent leur véhicule à 5 h du matin pour arriver à Alger, à leur travail, 8h30, 9h. Et c'est une autoroute. C'est une autoroute. On oublie de dire
que pratiquement sur chaque 10 km, vous avez un barrage de contrôle. Donc les personnes qui veulent aller au travail, des milliers de personnes qui font, moi je connais plus l'axe Tizi Ouzou-Alger, Tizi Ouzou-Alger, aller-retour. Donc ces personnes-là qui perdent déjà 3 à 4 heures pour faire les 50 ou 70 km, on devrait les faire normalement en 1 heure maximum. 1 heure maximum. Ces personnes-là qui sont stressées le matin pour aller au travail, ils passent déjà une partie de leur journée dans leur véhicule. C'est-à-dire 3 heures aller, 3 heures retour, ça fait quand même 6 heures. 6 heures. Nous qui vivons dans une métropole comme Paris, quand on passe 45 minutes dans le métro, déjà ça commence à se sentir sur la santé des personnes. Donc le peuple, les Algériennes et Algériens ont été mis dans une situation de peur et de stress psychologique. Donc c'est vrai qu'il y a des dépassements de vitesse. Il y a des jeunes qui peuvent se droguer et voir l'alcool, les ravages de l'alcool dans certaines régions, notamment en Kabylie. Ce sont des fléaux sociaux. Ces fléaux-là, malheureusement, vont continuer tant que nous sommes encore dans le même système. Comme vient de le dire notre frère, c'est que le système, ceux qui gouvernent ce pays, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui concerne les populations. Ils s'en foutent complètement. Et nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs, au minimum, faites attention à vous, à diminuer votre vitesse, à aller regarder, à respecter les distances de sécurité. Donc ça, c'est le minimum, parce que ce pouvoir, comme les autorités publiques, moi je ne les appelle pas les autorités publiques, parce qu'au contraire, c'est un problème. Ils ajoutent plus de problèmes s'il n'y avait pas d'autorité publique, peut-être il y aurait moins de morts. Si je peux me permettre juste... Oui, mais rapidement, Madame Moussi, parce qu'on va rater... C'est vrai qu'il y a un parc automobile pléthorique, mais à côté, il n'y a pas de transport en commun. En plus, si les Algériens absolument avaient les transports en commun pour se déplacer dans de meilleures conditions, ils n'achèteraient pas de voiture, ou ils n'utiliseraient pas leur voiture, ou ils n'utiliseraient leur voiture que pour le loisir, ou pour aller quelque part chez de la famille, etc. Mais les travailleurs, s'ils pouvaient prendre les transports en commun dignes de ce nom, ils ne prendraient pas leur voiture. Absolument. Voilà. Alors, répression. Le journal défenseur des droits de l'homme, Hassan Boras, a été placé hier en détention provisoire, garde à vue. Alors, tenez-vous bien, il a été inculpé d'appartenance à une organisation terroriste, apologie du terrorisme, complot contre la sécurité de l'État visant à changer le système de gouvernance. Le journaliste du quotidien Liberté, Mohamed Moulouj, arrêté, placé en garde à vue hier, poursuivi pour utilisation de moyens techniques et médiatiques pour enrôler des individus contre l'autorité de l'État. Alors il y a une autre personne, Abdeslam Abdelnour, à Tizi Ouzou, c'est un chercheur. Ah oui, pareil. Abdelnour, il est connu. Oui, il a été arrêté aussi. Et ça n'arrête pas. En plus de plus de 200 personnes qui sont détenues dans les prisons, dont nombreux ont été condamnés. 193 exactement. Exactement, à peu près. Et nous apprenons en ce moment qu'Abjaya, la militante Mira Mokhnesh à Al-Qsr, son domicile est encerclé en ce moment même par les forces de sécurité qui tentent de forcer sa porte pour procéder à son arrestation. La source est Comité national pour la libération des détenus. Ça veut dire que c'est incroyable. Ce régime ne cherche pas à apaiser, c'est le contraire. Il a créé 2 mouvements terroristes sans preuve, Rachad et le MAC. Il est en train de procéder à des arrestations pour appartenance à ces 2 mouvements, alors que ce sont des gens pacifiques. On peut ne pas être d'accord avec le MAC, c'est un mouvement séparatiste. Mais de là à l'accuser de terrorisme, à ma connaissance, ça n'a jamais été le cas. Non, jamais. Rachad, pareil. Rachad, on accuse de tout ce qu'on veut, c'est un mouvement islamiste, mais c'est un parti, c'est un mouvement politique installé en Europe, dont les gens sont connus. S'ils étaient terroristes, ça se saurait. Alors le fait d'appartenir à l'un de ces 2 mouvements vous vaut d'être arrêté, jeté en prison et traité de terroriste. Je vous laisse vous exprimer sur ce sujet.
avant de passer à un autre sujet. Il est clair, si Jamaldine, que ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est l'État, je dis bien l'État, avec tous ses appareils, qu'ils soient militaires, civils, journalistes et les appendices et tous les relais, sont en train de créer un climat de tension. Un climat de tension, un climat de terreur, un climat de peur. Et la stratégie, le but, disons, de cette stratégie, c'est pour cette raison ça a commencé il y a un an. Ça a commencé il y a un an, ça a commencé déjà depuis le printemps 2020. Depuis la reprise du Hirak. Depuis la reprise du Hirak en 2020, que c'est le cas. Notamment avec comme point central la Kabylie. Et quand je dis la Kabylie, ce n'est pas la Kabylie en tant que telle. La Kabylie en tant que telle. Ce n'est pas la Kabylie qui est visée en tant que Kabylie pour aucune des raisons. Mais parce que l'État a jugé que c'est le seul levier sur lequel il doit s'appuyer pour créer cette crainte de guerre civile. Parce que le pouvoir, ce qu'il cherche, c'est de faire peur au peuple algérien, de rentrer dans une déstabilisation et dans une guerre fratricide, et ce qui va l'apeurer, ce qui va le paralyser, ça d'une part, et d'autre part, toutes ces tensions maintenues, nourries par des arrestations arbitraires, par des accusations qui sont totalement insensées, etc. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à l'arme fatale, l'arme la plus redoutable de l'anti-révolution, là je rejoins, l'arme anti-révolutionnaire la plus fatale, la plus redoutable, c'est l'état d'urgence. Et une fois que l'état d'urgence est décrété, là, le pouvoir, il sait qu'il en a il fait ce qu'il veut. Voilà, pour un bon bout de temps. Et là, ce n'est pas seulement son agenda qui va dérouler, mais il fera tout ce qu'il veut. Pour moi, j'ai beau retourner les choses dans tous les sens. Mais dans le même moment, ils sont en train d'arrêter leurs généraux. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est ce qui se déroule en parallèle. Justement, ça rajoute. C'est un autre facteur, disons, qui nourrit. Mais qu'est-ce qui fait, justement? C'est cette complexité que j'aimerais, sans aucune démagogie, sans aucun intellectualisme, sans rien, mais juste avoir en arrière-plan toute l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Hirak a créé dans le pouvoir et au sein du pouvoir et au sein des composés du pouvoir, au sein des clans du pouvoir, il a créé une situation inédite. Que cette pression, elle continue. Il y a eu des crises entre le pouvoir, entre le DRS, l'état-major, la présidence, qui se tiraient. Mais justement, il n'y a plus un noyau central. Il n'y a plus un monopouvoir. Il y a des clans au sein du pouvoir qui vont chacun de son côté. Surtout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux données qui ont changé. Deux donnes. Celui qui ne les a pas compris va patauger dans le flou. C'est que le DRS, qui jouait le rôle de ce régulateur entre la présidence et l'état-major et les autres relais, les organisations de masse, les partis politiques, ce qu'on appelle l'état profond. C'est le DRS qui le dirigeait. Donc le DRS, à partir de 2015, totalement laminé, et Gaïd Salah, il a complètement coupé la tête. Après, bien entendu, il y a ce vide-là. Mais ce vide-là, il n'y a pas de régulation. Les règles qui leur ont toujours permis de trouver un équilibre, ne serait-ce qu'un équilibre provisoire, ils n'arrivent pas à le trouver. Plus la pression du Hirak. Le Hirak qui est en train de presser parce que sa demande, elle est légitime, sa demande, elle est unitaire, sa demande, elle est persistante. Et donc, il court au plus urgent. Le plus urgent, c'est d'étouffer et paralyser ce Hirak. Et ce Hirak, il n'y a rien, qu'une seule chose, à mon avis, qui peut le paralyser et l'arrêter. Et là, tout le monde arrêtera. Même le plus vaillant des hirakistes, c'est quand on sera à deux doigts d'une guerre fratricide. Et c'est ce qu'il veut faire croire... Oui, mais le DRS, l'état profond dont vous parlez, à un certain moment, la case centrale, la logique centrale de l'équation était qu'il y avait un coordinateur entre les diverses directions. Parce que cet état profond
avec des directions autonomes quasiment l'une de l'autre, avec des spécialités, avec des orientations données, le contre-espionnage, la sécurité intérieure, la sécurité de l'armée. Mais là, il n'y a plus de coordinateur. Oui. Ce sont des directions qui sont confiées à des ailes et d'autres du pouvoir, et chaque direction est, j'allais dire, harponnée par les uns ou par les autres, et ce qui fait que ça crée une sorte d'équilibrisme entre les pouvoirs qui n'arrivent pas à s'auto-neutraliser, à se neutraliser les uns les autres, et ça crée cette situation totalement ubuesque d'ordres qui viennent de partout, qui sont contredits le lendemain, qui sont contre-productifs pour l'un ou pour l'autre. C'est peut-être pour ça, c'est parce que c'est la pagaille tout simplement. Brahim Younsi, sur cette répression, sur cette répression dont on a l'impression qu'elle ne vient pas d'un côté du régime, d'une partie du régime. On dirait qu'elle vient de partout. Comme l'a si bien dit quelqu'un, avant on était dans la verticalité, maintenant on est dans l'horizontalité. C'est tout le monde fait comme il veut. Je ne sais pas si l'expression est correcte. Peut-être. C'est vrai que on n'y comprend rien. Oui. On n'y comprend rien. Ah, pour le moins. Sauf que, me semble-t-il, le pouvoir illégitime a lancé une offensive. Il y a une véritable offensive. D'abord, récupérer... Dans quel but D'abord, récupérer les espaces qu'il a en grande partie récupérés. Perdu. Qu'il avait perdu. Bien sûr. Ou qu'il a récupéré maintenant. Oui, bien sûr. Tout à fait. On ne récupère pas une chose qu'on n'a pas perdue. Tout à fait. Donc, c'est la récupération des espaces. Et de tous les espaces, à la fois réels et symboliques. Il reste des places de résistance. Des bastions. Si vous voulez, mais véritablement des places fortes. Oui, des places fortes de la résistance. De la contestation. Et de la résistance. Oui. C'est là, j'en cloche pas, je ne reviens pas sur le sujet précédent. Oui. C'est que révolution, vous y allez d'une façon... Le boycott, c'est la résistance. Absolument. C'est la résistance civile. Absolument. C'est là où il y a une rupture. Absolument. Parce que le pouvoir, me semble-t-il, joue sur toutes les ruptures. Et là, nous parlons de rupture. Nous parlons de rupture dans la révolution. Enfin, quand je dis dans la révolution, dans le système des partis, il y a une rupture. Oui. Les partis dont nous pensions qu'ils étaient absolument sans concession du côté de la révolution, finalement rejoignent, rompent. Et là, c'est une grave rupture, c'est une grave fissure pour tous ceux qui se revendiquaient de l'opposition. Mais pourtant, Louis Ahnoun vous dit participer est tactique, est une tactique. Oui, pour l'un c'est stratégique, l'autre c'est tactique, ce n'est pas la même chose. Mais je ne vois pas depuis le temps quelle tactique, et je crois que c'est Madame de Stel qui disait cela, je ne sais plus à propos de quoi d'ailleurs, alors tactiquons. Si c'est ça la tactique, le pouvoir stratégique, c'est quand même stupide. C'est quand même stupide de oui, dire mais quand un tout petit parti réussit à avoir des sièges au Parlement à plusieurs reprises, qu'il a une forte présence au sein du système, je considère que sa tactique est bonne, puisqu'elle permet à moindre frais d'engranger beaucoup de dividendes politiques. Oui, ça c'est autre chose. Ouais. Ça c'est autre chose. Ouais. Ça c'est vendre sa conscience pour avoir. Ça du côté du parti. Oui. Mais le côté du système, je pense que c'est Djamaddine. Non, c'est du côté du parti. Le parti qui arrive à avoir. Ah oui, puisque quand vous prenez le parti de Louis Ahnoun, par exemple, oui. Réellement, il est petit, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Vous savez bien que ce sont des quotas que le système... c'est ce que j'allais dire. Ah non. C'est que... Mais dans les APC aussi, ils donnent les quotas. Ça m'étonnerait. Dans les APC, c'est un peu difficile. À mon avis, non, c'est pas difficile du tout. Ah bon? Dans les grandes villes, du moins, les moyennes villes, peut-être dans... Moi, je sais que dans l'Est, c'est vrai. Dans l'Est, les villes de l'Est, les municipales et les API, ça passe en fraude et ça passe en cooptation.
Oui. Et le wali joue un rôle dans la désignation. Maintenant, en Kabylie, je ne pense pas. En Kabylie, je ne pense pas. Non, il y a Ah bon? des Oui, il y a arrangements. d'autres Il y a des d'autres arrangements. rouages, mais pas... Ça se fait de façon différente peut-être que dans l'est du pays, mais ça se fait de façon Il n'y a pas différente. de visite de Wali, il n'y a pas de visite de l'Mqam, Sidi Flan. Ça se fait de façon différente. Mais il y a cette offensive du système, du pouvoir, Oui. évidemment, elle a un but. Et la répression a également un but. Parce qu'il reprend son bâton, il reprend son pouvoir. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est la répression. Et il est en train de l'employer pour faire refluer la résistance. Alors, Youssef, très vite, parce que là, nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de discuter d'un sujet très intéressant qui est le chômage. Oui. Le chômage, qui est décidé par M. Tebboune. Mais Youssef, vous ne voulez pas parler de ça plutôt? Moi, je dirais que, juste pour résumer, si vous voulez, c'est que, bien sûr, le régime est dans une optique de répression pour faire peur et pour que le Hirak ne revienne pas, pour occuper les espaces, comme disait Rona. Donc, ce sont les espaces. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'espace idéologique est toujours vivant au sein de la révolution Hirak. Est toujours vivant et cette répression qui s'est intensifiée, ce n'est qu'un symptôme de la peur du régime lui-même, qui voit des dates historiques, par exemple le 5 octobre et le 1er novembre. Au passage, je vous signale qu'ils n'ont pas choisi cette fois-ci pour programmer leurs élections le 1er novembre, ils ont programmé le 27 novembre. Ce n'est pas un signe de peur de leur part, alors qu'ils auraient pu essayer d'humilier. De refaire le scénario de refaire ce la Constitution. Absolument. Donc ils ont choisi le 27 novembre, alors qu'on sait entre nous qu'ils auront pu choisir le 1er novembre. C'est parce qu'ils s'apprêtent à fêter le 1er novembre d'une façon, nous dit-on, absolument incroyable. Voilà. Ils vont mettre tout le paquet. Oui, parce qu'ils ont besoin de ça. Ah, ils découvrent qu'il y a un 1er novembre. C'est un grand fonds de commerce pour tous les événements mémoriels sont un fonds de commerce. Absolument. Je connais très bien. Sur ce point, c'est vraiment la peur, il faut la traduire, moi je la vois ainsi, c'est que quand quelqu'un use de la violence pour imposer une opinion et voire un projet politique, c'est qu'au fond, il n'a pas de projet politique. Alors d'abord, nous signalons le décès de M. Yassadi Rabbi Rahmou, le chef de la zone autonome d'Alger. Celui qui avait réalisé la bataille d'Alger, ne l'oublions pas. Rabbi Rahmou Saleh. Il ne l'a pas réalisé, c'est Pontecorvo qui l'a Pontecorvo qui l'a réalisé. Lui, c'était le producteur. Il était producteur. Il était scénariste et producteur. Il était surtout Pontecorvo, Pontecorvo, le Lion d'Or, d'ailleurs, je me rappelle. Film d'ailleurs qui était interdit en France jusqu'en 2004. Absolument. Il est sorti en 1966 et il est resté interdit pendant 38 ans. En France. Un très grand film. Un très grand film. Il est rentré dans l'histoire de l'Algérie. C'est Rabbi Rahmou Saleh. Alors, ce que je voulais dire aussi, le régime qui décide, M. Tebboune, moi j'ai l'impression que c'est un vrai malade mental, franchement. Excusez-moi, je sors un peu de mon rôle. Beaucoup l'avaient écrit avant. Mais franchement, alors il décide, écoutez bien, d'allouer une allocation de chômage aux chômeurs algériens. Ils vont les recenser, ils vont décider à partir de quel âge, quel montant, etc. Alors, ils ne l'ont pas fait, au moment où ils croulaient sous l'or. Et là, alors qu'ils n'arrivent même pas à soutenir les prix de première consommation comme ils l'ont toujours fait, au moment où des catégories entières basculent, non pas dans la misère, mais dans la pauvreté la plus noire, plutôt l'inverse, non pas dans la précarité, mais dans la misère la plus noire, eux, ils décident d'accorder une allocation chômage. Et le comble, c'est qu'ils ont fini par croire à leur véritable chiffre du chômage, selon eux, qui serait environ 14%, alors que de l'avis de tous les spécialistes sérieux, il serait au moins de 40% si on y inclut les femmes au foyer,
qui sont des citoyennes à part entière Amen. et qui ont droit à l'allocation chômage, elles aussi, comme partout. Donc je vous laisse, il ne reste plus de temps, donc vous allez avoir 2 minutes chacun maximum, malheureusement. Pas même avec les femmes, 40% de la population active masculine. Sans compter le... Sans compter les femmes. Oui. Parce Plus qu'eux, de ils ne cas- comptent que ceux qui sont inscrits au Oui. bureau de main-d'œuvre. Oui, mais Ouais. les spécialistes disent cela, 41%. Sans les femmes au foyer. Sans les femmes au foyer. Ben, oui. Et c'est la population active, c'est pas toute la population. La c'est population active, bien sûr. Bien sûr. C'est donc Le chômage, on un taux- compte en population un active. taux très fort. C'est-à-dire que nous revenons au taux que nous enregistrions en 1975. 41% de la population active était au chômage. Quel était le régulateur à ce moment-là du chômage, qui n'est plus aujourd'hui le régulateur? Le secteur public, Non, c'est l'immigration. l'immigration. Dès 1968, on a régulé le chômage d'une certaine façon par la vente, je dirais la vente de la main-d'œuvre, de la force de travail des Algériens. 350 000 Algériens ont été vendus dans la production française, automobile, oui. bâtiments, etc. Pendant les etc. 30 glorieuses, Oui, comme on dit. absolument, Ouais. absolument. Et en 1975, une vague aussi de jeunes Algériens sont venus en France pour travailler, parce qu'à ce moment-là, en 1968, il y avait un peu plus de 400 000 chômeurs, parce que nous étions quand même une population de 8-9 millions. Et en 1971, la population a cru. Et 1,5 million Algériens étaient au chômage. C'est dire que l'immigration a aussi Mais il y avait servi... le secteur public aussi Oui, et oui, la oui, politique bien du sûr, plein bien sûr, emploi. bien sûr. Même, Oui. même si le secteur public était Oui. déficitaire. Oui, Mais oui. Youssef, puis Nordine, Je dirais que déjà, le pays n'a pas un vrai office national des statistiques. pour ça, Donc ça, statistiques. je sais qu'il est à Ben Aknoun, mais bon, on sait que Pour les la forme. statistiques pour la forme. Donc on a de très bons statisticiens au pays. Oui. On a de très Ils bons sont empêchés. statisticiens. Mais ils sont empêchés de faire leur travail. Et dans un pays qui se respecte, il y a des statistiques qui remontent, surtout maintenant On peut avec pas faire de l'informatique. plan Absolument. On ne sans- peut pas planifier l'économie, le social, sans statistiques le fiables. Ah sanitaire, sans oui. statistiques. Ici, par exemple, il y a l'INSEE. Et l'INSEE, c'est quand même des données primordiales pour les politiques nationales et régionales. Donc quand on parle d'un taux de chômage de 14%, on est habitué à ce genre de pourcentage avec ce régime militaire. C'est simple, moi je ne serais pas étonné de trouver un pourcentage qui avoisine les 50% de chômeurs. Il n'y a qu'à voir autour de nous, dans nos familles. Absolument. Il suffit juste de prendre le téléphone et d'appeler dans le village ou dans la ville. Et Il n'y a que connaître. la fonction publique quasiment qui emploie. Absolument. Quasiment. Et puis, bien et quelques transformations, usines de transformation alimentaire. Il y a aussi et un le peu marché. l'agriculture. Il y a le marché parallèle. Marché donc, parallèle, on ne heureusement. compte pas. Ce n'est pas une Voilà. population Mais active. ce qui est vraiment malheureux, c'est que Dans les années 80, on comptait chômage- plus de 3 millions de chômeurs. Oui. Dans les années 80. Oui, finissez. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas de statistiques dans ce pays. Nordine Aoussat, le mot de la fin. Je nuancerai juste le propos de C. Youssef, je suis désolé de contredire, pas contredire, mais nuancer. L'ONS, c'est un véritable Office national des statistiques. Je le dis parce que je connais ces publications, j'ai travaillé sur les publications de l'ONS. Maintenant, c'est en amont que le problème se passe. L'ONS ne recense que les données qu'on lui donne. Voilà, voilà. C'est à la base la définition même d'un chômeur, d'un actif est faussée. L'ONS C'est en ce qu'il tant a que dit, tel. Oswald. D'accord, Il a dit, il y a c'est de bien bons ça. D'accord. statisticiens, Je connais. D'accord. D'excellents statisticiens Même en l'office, Algérie. oui. Je Pas suis de seulement les formation statisticiens. mathématique, j'ai fait l'école polytechnique, j'ai des collègues qui ont travaillé, j'ai même un voisin qui est un professeur de statistique à Borj Mnaïl, M. Zarouki, que je salue d'ici. C'est des excellents statisticiens que nous avons en Algérie. Tout à fait. Malheureusement, ils sont dans une voie de garage, on leur donne de faux chiffres et de fausses On ne bases leur de données. permet pas d'aller au fond des choses. travaillent Voilà, tout simplement. tout à fait, surtout ça, mais on a aussi un Office national des statistiques qui fait du bon travail et qui fait des essaye. périodiques, qui sort des périodiques mensuels, annuels, qui sont vraiment... Moi, j'ai travaillé sur ces publications. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? On craint, et je le dis en 2 mots, on craint le scénario vénézuélien parce que nous sommes à une
une inflation à 3 chiffres. Nous sommes à une inflation à 3 chiffres maintenant. Si on compare les prix du panier de base d'il y a 10 ans et le panier de base d'aujourd'hui, les prix ont doublé. Hein, ce qui valait 100 dinars, il coûte 200 dinars. Et ça, c'est terrible. Avec des salaires qui n'ont pas bougé. Et voilà. Et les salaires qui n'ont pas bougé, qui perdent de leur valeur réelle. En pouvoir d'achat, voilà. Alors, Nordine Oussat, merci. Si je peux permettre juste là, sur la question de l'emploi. Mais très vite. Nous ne sommes pas sortis encore de la problématique emploi et migration, chômage et migration. Merci Brahim Younsi, merci Youssef Ammar Khouja, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Merci.